Aujourd'hui, SRL TV est en compagnie de Jean-Luc Guillet. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Pour celles et ceux qui vous connaissent mal, il est bon de rappeler que vous êtes l'auteur d'ouvrages, de documentaires liés aux écrivains américains sur la Riviera. Scott Fitzgerald et Zelda en particulier, mais aussi au village de la promenade des Anglais. C'est bien cela, il y a tout un travail qui a été fait entre les écrivains, effectivement, américains, présence sur la Riviera au cours des années 20, et puis ce travail sur le patrimoine, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire, là en l'occurrence, un premier livre sur les villas de la promenade des Anglais, et puis dernièrement pour la ville sur les villas de la belle époque de Saint-Raphaël. Alors c'est à partir des écrits, c'est parce que j'ai aimé lire Scott Fitzgerald, et il s'avère que c'est un écrivain des années 20, des années folles. Donc l'écrivain m'a amené à l'époque, et c'est vrai autant aux États-Unis qu'en France, c'est une époque d'ébullition intellectuelle, artistique, et dans laquelle lui-même va se fondre. Il apporte une nouvelle écriture, un nouveau mouvement littéraire, comme par la suite Hemingway va apporter de nouvelles choses. Il tranche avec la belle époque, avec les auteurs comme Edith Wharton ou Henry James, qui sont des monuments de la littérature américaine, mais ils sont jeunes, et en 1920, Scott Fitzgerald a 24 ans, c'est-à-dire juste 27 ans quand il arrive ici à la Villa Marie, le 1er juin 1924. Alors, revenons justement à l'histoire du couple le plus fantaisiste de son temps. Donc, l'écrivain Scott Fitzgerald et sa femme, l'intrigante Zelda, icône des années 20. Son mari l'a surnommée la première garçonne américaine. Alors, c'est l'histoire d'une vie festive, folle et tragique, comme un roman. Il y a tous les ingrédients pour écrire un roman. Vous parlez de biographie romancée. Oui, mais évidemment, Zelda l'inspire beaucoup parce qu'elle incarne son époque. Il l'a connue, elle avait les cheveux plus longs, arrive à New York quand il se marie en 1920, elle s'est déjà fait couper les cheveux, donc c'est une révolution. Scott qui écrit dans les magazines à grand tirage comme le Saturday Evening Post, qui publie ces histoires de garçons, comme on appelle, qui raccourcissent leurs jupes, qui mettent des bas en soie, qui fument, qui boivent, et que Scott incarne par ses écrits, à succès d'ailleurs, mais aussi qu'il va traduire dans ce roman Les Heureux et les Damnés, sorti en 1922, qui raconte leur vie new-yorkaise pleinement. Alors justement, donc c'est l'histoire d'un amour destructeur, une vie de fête, de débauche, donc il y a l'alcool, il y a pas mal de choses. Il y a aussi une jalousie, compétition entre plusieurs auteurs, notamment Hemingway, dans la tête de Scott. Alors Scott, on ne peut pas dire qu'il soit jaloux des autres auteurs, mais parfois il se demande pourquoi le roman d'un auteur a eu autant de succès, parce que lui qui est publié juste avant toute une école, c'est-à-dire avant Hemingway, avant Dos Passos et bien d'autres, il va les aider. C'est-à-dire que quand il découvre Hemingway au cours de l'hiver 1925, il écrit à son éditeur: vous devriez vous attacher ce jeune auteur, plein de promesses. Avec Scott Fitzgerald, on ne peut pas parler de jalousie parce que lui a son œuvre, les autres ont la leur. Par contre, il va se passer un phénomène avec Hemingway, c'est que il estime que maintenant qu'Hemingway est publié, lui-même n'a plus grand-chose à dire. Le couple arrive sur la Côte d'Azur en juin 1924. Comment découvre-t-il Saint-Raphaël ? Alors, d'abord, il quitte New York pour de nombreuses raisons, qui sont essentiellement le fait que Fitzgerald n'arrive pas à poursuivre l'écriture de Gatsby, commencée en 1923, évidemment parce qu'ils sont dans d'éternels et d'infinis parties où se mêlent l'alcool, le jazz, dans les speakeasy, chez eux aussi à Long Island, où il y a des soirées, mais dans toutes les villas de Long Island, il y a toujours une fête qui dure parfois plusieurs semaines. Donc on peut la rattraper, on peut partir 2 jours et puis on la récupère 2 jours après. C'est une fête perpétuelle, et
et lui sent bien qu'il est en train de perdre là quelque chose et que ce roman n'arrivera pas à s'écrire. Alors il décide de partir à Paris. Il y a déjà pas mal de compatriotes qui sont installés sur Paris. Là ils vont rester quelques semaines, le temps de se poser et puis de réfléchir où il pourrait aller. Et là il rencontre un couple, Gerald et Sarah Murphy. Lui, Gerald, est le frère d'Esther Murphy, une amie de Fitzgerald à New York. Et il leur dit, mais allez sur la Côte d'Azur, nous-mêmes, nous y retournons cet été, nous allons nous y installer, et puis c'est parfait, il n'y a personne. Donc il est assez tenté par l'idée. Ils vont choisir hier dans un premier temps, peut-être parce que Edith Wharton possède sa propre demeure, mais elle, que dans la grande tradition des hivernants, ne réside que d'octobre à avril, donc elle est déjà partie au mois de mai lorsqu'ils descendent sur la Riviera. Et là ils se mettent en quête d'une villa à louer. Donc ils vont chercher d'abord sur Hyères. Alors le fait est que comme c'est l'été et que ces villas sont habitées essentiellement l'hiver, il n'y a pas de réserve d'eau, il n'y a plus d'eau dans les réserves et donc ils vont se mettre en quête d'une autre villa ailleurs. Alors ils vont visiter Sainte-Maxime, ils vont visiter Cannes. Alors à Cannes il y a de l'eau, mais souvent ce sont des villas beaucoup trop grandes, beaucoup trop chères pour eux, même s'ils ont un budget confortable. Nice ça va être pareil, trop Monaco, mais encore plus. Ils disent on nous a fait visiter un palais dont je rêve encore, un palais de marbre blanc, mais qui est trop dispendieux avec du personnel trop nombreux. Donc, et puis un jour, comme ça, il chemine sur la côte et puis il s'arrête en train à la gare de Saint-Raphaël. Et puis ils voient un panneau de l'agence King. Ils vont jusqu'à l'agence, donc qui est rue Charles Gounod, qui était encore là il y a encore 2 ans. Cette agence où ils rencontrent William King, qui leur propose immédiatement la Villa Marie à Val-Escure. Il y a une réserve d'eau, il y a de l'eau. C'est dans un superbe quartier, c'est une demeure belle époque de 1884. Elle est somptueuse, le jardin est planté d'essence méditerranéenne. Là, ils pourront s'installer confortablement. Et là, ils s'installent, le bail est signé. Et ils signent un bail du 1er juin au 30 octobre. Et ils s'installent immédiatement, le temps de rapatrier tous leurs bagages, leurs 17 malles, depuis hier, depuis le parc hôtel de hier. Et puis ils prennent possession de la villa. Donc là c'est le bonheur tout de suite, parce que évidemment il y a une quiétude dans le chant des cigales, il y a une quiétude immense. Scott se remet immédiatement à l'écriture de Gatsby, Zelda peut flâner dans le jardin, descend nager en ville, avec leur fille Scotty, puis la nurse Nanny. Et puis voilà, et l'été s'amorce ainsi, en toute sérénité. Zelda demande est-ce que c'est aussi parfait que ça semble et qu'allons-nous faire ? Mais pour finir, qu'allons-nous faire les jours à venir et dans les 10 ans qui viennent ? Alors si Scott écrit et a trouvé une plénitude de vie, entre le chant des cigales et puis ce jardin immense qui lui apporte toute la quiétude et le silence pour écrire, Zelda s'ennuie et elle le dit rapidement. Est-ce si parfait que cela semble ? Est-ce le paradis ici ? Elle pose ce genre de questions. Elle demande aussi, mais qu'allons-nous faire aujourd'hui et demain et les 10 ans qui arrivent ? Donc Scott sent bien que Zelda commence à s'ennuyer et peut-être qu'elle regrette d'être partie déjà de New York en ayant laissé beaucoup d'amis derrière eux. Donc il se dit qu'il leur faut une vie sociale aussi, même si Zelda va nager tous les jours, qu'elle devient très bronzée, lui la rejoint juste le soir, en fin d'après-midi, comme ça, pour prendre un bain, donc avec leur petite fille, Scotty, et puis la nurse, Nanny, qui s'occupe d'elle, et puis comme ça, un soir, au bar du Continental, ils vont rencontrer des jeunes gens qui sont aviateurs, qui sont à la base aéronavale de Fréjus, pilote d'essai, et il y a Edouard Jausan, il y a René Sylvie, le fameux Bobby aussi, et dont un loue une maison ici,
Et donc ils vont commencer à se voir comme ça le soir au café, à organiser des repas. Fitzgerald va organiser un premier dîner ici avec la cuisinière de la villa, qui paraît-il se surpasse dans ces cas-là. Et puis voilà, et la relation va être entre Édouard Jausan et puis Zelda se noue, et puis Scott en est presque satisfait de voir Zelda d'un seul coup être admirée. Ça lui rappelle ces belles années à Montgomery, au Country Club, quand il avait les aviateurs de la guerre de 14-18 qui étaient là en entraînement et qui étaient autour d'elle en train de l'admirer et essayer de la conquérir aussi. Zelda, c'est une belle du sud, de l'Alabama, et là elle retrouve quelque chose qu'elle avait perdu ces dernières semaines, et elle en est heureuse. Donc elle se rapproche d'Édouard Jausan comme ça, qui est plus attentionné, et puis Scott va les encourager à aller à la plage, à aller se promener, et puis 3 semaines après leur arrivée, Zelda vient voir Scott en lui disant qu'elle demande le divorce et qu'elle veut vivre avec Jausan. Donc lui est complètement abasourdi parce qu'il était loin de pouvoir s'imaginer tout cela, et d'autant que Jausan, s'il pouvait être entreprenant, lui n'avait pas de plan comme ça pour Zelda. Il n'avait pas de plan de mariage ni de relation suivie. Il avait sa carrière, il était jeune lieutenant, il avait toute sa carrière à mener, et donc la relation se termine comme ça par le fait que Scott demande une confrontation avec Jausan pour savoir ce qu'il en est. La confrontation n'a pas lieu, et Scott alors va intégrer tout cet épisode, la relation, l'arrivée de Jausan, va l'intégrer à l'écriture en cours, à Gatsby. Et c'est là qu'on va retrouver les fameuses scènes inspirées de l'été raphaélois, quand Gatsby dit au mari de Daisy « Votre femme ne vous aime pas, c'est moi qu'elle aime ». Et voilà, et donc il crée la confrontation et un dialogue de ce qui aurait pu se dire et se passer à travers le roman. On prête à Scott une volonté délibérée d'avoir mis Zelda dans les bras justement de ce jeune aviateur pour ajouter une touche de vraisemblance à Gatsby. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que ça ne s'est pas fait dans ce sens-là. Scott il y avait pratiquement un pacte entre eux. Zelda pouvait être libre, mais elle n'enfreignait pas. Les deux n'enfreignaient pas les règles qui étaient de se tromper. Alors elle se faisait flirter outrageusement, elle s'en amusait, et après ça se terminait comme ça. Donc voilà, elle va parler de la vie quasi monacale de Scott à la Villa Marie, parce que tellement il est happé par son roman qu'il veut mener en une fois et à terme ici. Donc, et c'est ce qu'il va faire, puisque en août le roman est terminé. Ils vont faire des révisions, ils partent 8 jours à Avignon pour faire les révisions de Gatsby. Ils reviennent, ils passent tout le mois de septembre comme ça, retravailler. Octobre, ils continuent des corrections, à revoir son texte. Et puis novembre, 30 octobre, le bail se termine. Et puis là, ils vont descendre au Continental quelques jours. Mi-octobre, mi-novembre, ils vont partir pour l'Italie. Il envoie à ce moment-là le manuscrit de Gatsby à son éditeur à New York. Alors, l'été 24 qui annonçait un nouveau départ pour le couple, en fait, se montre quasiment destructeur pour leur vie de couple. Bah oui, cet été 24, c'était le renouveau pour eux. C'était quitter l'Amérique, brimé par la prohibition, brimé par des lois successives, comme ça, qui sentaient que les libertés se restreignaient, alors qu'en France, on était tellement libre. Et puis le dollar qui, avec le franc, au niveau du change, qui était tellement avantageux et qui va leur permettre de vivre sur un grand train comme ça, de se permettre ce qu'ils veulent, de descendre dans des hôtels, parce que quand ils sont ici à la Villa Marie, ils vont faire des incursions à Monaco, à Nice, ils
ils vont un peu découvrir la région, ils vont voir leurs amis les Murphy au Cap d'Antibes, qui ont loué le grand hôtel du Cap. Voilà, mais cet été effectivement qui se présentait sur la note d'un mode nouveau, d'une nouvelle vie, eh bien, va se terminer dans la peine, dans le désarroi. C'est là que Zelda dit qu'elle n'aura plus aucun pivot autour duquel tourner, d'avoir été enfermée dans cette villa après l'histoire de Jozan, d'être resté cloîtré ici. Là, on sait que les premières fêlures apparaissent ici, dans cette villa, et que ce qui va se passer ensuite voilà, n'est qu'un découlement de ce qui s'est déjà fixé en elle. En 1930, quand Zelda s'écroule psychologiquement, ils sont à Paris, ils ont passé un été à Cannes. Ils ont passé un dernier séjour, le dernier été en 1929, donc à Cannes, et puis ensuite un dernier séjour à Saint-Raphaël, à l'hôtel Beau Rivage. Là, ils apprennent le krach de Wall Street et ils décident de remonter tranquillement, malgré tout, sur Paris. Ils remontent par Arles, Nîmes, les Cévennes. Ils font tout un périple comme ça avec la Renault. Et puis ils arrivent à Paris. Et puis Zelda qui s'est remise à danser. Elle avait beaucoup dansé jeune. Et là, elle décide de reprendre et de faire carrière de danseuse. Et là, elle s'effondre. Ça fait déjà 2 ans qu'elle s'impose à un rythme d'enfer. Elle essaie de tenir avec l'alcool, des médicaments. Et puis en 1930, elle s'écroule psychologiquement. Et Scott l'a fait entrer dans une maison autour de Paris, qui elle-même, cette maison, et les spécialistes lui conseillent de l'emmener en Suisse dans une clinique plus spécialisée, parce que il décèle un cas de schizophrénie. Et bon, déjà la schizophrénie, aujourd'hui on ne sait pas toujours comment l'aborder, mais en 1929 et 1930 c'était très compliqué. Donc elle va être admise ici en Suisse avec quelques sorties, mais très difficiles. Scott va complètement assurer toutes ces années. Ensuite ils vont entrer aux États-Unis, elle sera internée aux États-Unis. Elle sort, il loue une maison à Montgomery, lui est toujours partagé entre Hollywood, où il essaie de rentrer de l'argent, puisqu'il n'a plus d'argent de ses romans. Et puis là, il va assurer quand même financièrement avec des nouvelles. Il va s'épuiser à écrire, à être tâcheron pour les studios d'Hollywood, sur des films, et puis l'alcool qui est omniprésent depuis des années. Il est devenu alcoolique. S'il ne l'était pas, là, ni à New York, ni ici, ni les quelques années qui vont suivre, mais à partir de 27, 28, l'alcool a pris le relais. Et voilà, et en 1940, le cœur s'arrête. Il est complètement cuit. Son ami Dorothy Parker, qui veille son corps, a dit mais il a 44 ans et on dirait qu'il fait le double, hein, mais il a vécu doublement, quoi. Donc voilà, Zelda, elle va mourir tragiquement en 1947 dans l'incendie de la clinique où elle réside. Et puis l'histoire des Fitzgerald se clôt ainsi, tragiquement, alors que c'était parti d'une manière flamboyante en 1920 avec L'Envers du Paradis, son premier roman, qui a eu un succès phénoménal, qui l'a instauré comme le chef de file de sa génération. Le succès lui fait épouser Zelda, donc une vie trépidante qui va durer 10 ans. C'est 10 ans de leur vie assez flamboyante, et puis 10 ans de drame, de destruction, et qui se termine dans le chaos. Là, vous avez écrit 2 ouvrages sur Zelda et Scott. En quoi sont-ils différents ? Alors celui-là, L'été de Zelda, qui est paru en 2011, c'est l'été, c'est toute cette histoire. Depuis leur arrivée
depuis leur arrivée au 1er juin jusqu'à leur départ, et tout ce qui va se passer ensuite autour de l'écriture de leurs textes, parce que à partir des années 30, en 1932, quand Zelda est internée, elle écrit son roman Accordez-moi cette valse, qui fait une grande part, il y a tout un chapitre consacré à l'été raphaélois, et donc à son aventure. Scott, qui est en pleine écriture de Tendre et la nuit, qui reprend les mêmes matériaux, là il y a un gros problème qui se passe, parce qu'il lui demande d'enlever des chapitres et des phrases entières, parce que lui-même a déjà tout écrit cela. Donc ce qu'elle refuse de faire, et puis il trouve un compromis, le roman est publié, lui va publier le sien 2 ans plus tard, et alors que ce sont 2 romans bien différents. Et ce livre, L'été de Zelda, raconte tout ça à travers ces 2 romans, même les 3 romans, Gatsby, Accordez-moi cette valse et Tendre et la nuit, racontent l'été 1924. Ce petit livre, Scott et Zelda en Provence et sur la Riviera, alors c'est très léger, c'était écrit comme ça, de manière bon voyage. On part avec eux sur les villas, sur les hôtels, les restaurants, tous les lieux qu'ils ont fréquentés, je dirais de Menton à Saint-Raphaël, de Juan-les-Pins à Nîmes, en passant par Arles, Marseille, et puis une quantité d'autres stations où ils se sont arrêtés. Voilà, donc c'est un petit livre, comme ça on le prend et puis on part en voyage avec. Pour les matériaux sur lesquels je travaille, bien évidemment, d'abord bien les romans, les lettres, la correspondance qui est primordiale, et surtout avec Fitzgerald, où les personnages sont Scott et Zelda pour la plupart. Également dans les nouvelles où on les retrouve souvent, et ça donne de nombreuses indications. Et puis voilà, une fois qu'il y a tout ce matériau, les biographies également, les différentes biographies qui ont pu être écrites sur les auteurs. Et puis évidemment après il y a ce déplacement sur les lieux, sur les villas, les hôtels, retrouver les lieux qu'ils ont fréquentés. Et ça c'est toujours un moment ça c'est une phase très particulière qui me plaît énormément, d'être sur le lieu et me dire voilà, bon, ils ont été ici, et surtout quand on a la Villa Marie, quand on la visite, quand on visite l'intérieur, quand on monte sur le belvédère, évidemment on a les photos de Zelda sur le belvédère, là-haut on a les photos des Fitzgerald sur la terrasse derrière, donc il y a tout ça qui revient, et c'est palpable, et donc là c'est un moment un peu d'émotion, et puis où on engrange le ressenti et qu'il faudra retranscrire ensuite dans l'écriture. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans votre récit de biographie? Oui, bien sûr, il faut laisser un peu c'est pas la biographie, ils sont nés le 24 septembre 1896. Voilà, ça il faut au-delà. D'abord, il faut que. C'est un peu romancé en même temps. Alors, parfois, alors soit comme pour l'été de Zelda, où il y a une part qui est romancée, parce que ça s'y prêtait, le sujet évidemment est mélodramatique au possible, donc ça s'y prêtait. Par contre, des petits livres comme ça, comme En Provence et sur la Riviera, là c'est une écriture beaucoup plus légère, fraîche, qui entraîne le lecteur à la découverte des lieux. Mais bien sûr, toujours il y a quelque chose qui vient de l'auteur, et que l'on met comme ça parce que parfois on s'étonne d'un ressenti qui peut être le leur aussi, ou de choses qui ne sont plus ressenties à ce moment-là et que l'on devine et que l'on inclut. Jean-Luc Guillet, merci de vous être confié avec sincérité à SRL TV. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Un bel été ici à Saint-Raphaël, 96 ans plus tard, devant la Villa Marie, sur les traces des Fitzgerald. Bah oui, que l'on reste sur les traces des Fitzgerald dans cet été comme ça, qui était sensiblement et très certainement le même, avec les cigales, avec les lauriers, les roses, qui étaient omniprésentes, puisqu'il y en avait à chaque petit déjeuner le matin. Et puis dans cette quiétude de Val-Escure, et puis avec le plaisir de la plage, bon, qui n'est plus la même, mais
où on peut se baigner là où ils se sont baignés eux-mêmes, hein, au VIA. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça que l'on peut suivre. Et puis évidemment, retrouver leurs écrits, relire Gatsby, relire Accordez-moi cette valse, et puis bon nombre de nouvelles comme Vivre de rien, où on va retrouver des choses d'ici et puis de la côte. Et voilà, donc on a de quoi passer un bel été raphaélois. Littéraire. Et littéraire. Sur la plage.